Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous choisir tous les matins quand il est 9h temps universel. Vous êtes sur Kavi TV canal 110, 113 sur Star Times. Si vous nous écoutez radio, c'est sur la 89.5. Vous êtes dans votre émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Vous pouvez suivre cette émission sur les réseaux synchronisés Facebook, YouTube, Kavi TV ou télécharger notre application mobile Kavi Media via Play Store ou App Store pour suivre tous nos programmes. Au menu de ce matin, évaluation finale 2025 des départements ministériels. Le ministère de l'économie et des finances a une moyenne de 90% du taux d'atteinte des indicateurs initialement ciblés. À 40 jours de la fin de l'année 2025, les responsables des départements ministériels se succèdent à la primature pour présenter leur bilan conformément aux lettres de mission qui leur ont été confiées par le Premier ministre. C'est dans ce cadre que le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances, Mamoudou Touré, représentant le ministre Mourana Souma à cette rencontre, a répondu aux questions de l'équipe technique et de la primature présidée par le Premier ministre. Selon lui, 3 axes majeurs ont guidé le travail du ministère. Premièrement, la gouvernance et la gestion des finances publiques, la gestion des investissements et du partenariat public-privé, le rôle du ministère dans la conception et la mise en œuvre des politiques économiques. Et puis la 3e promotion de diplômés de Elite Finance Institut du parcours analyste financier, modélisation financière et évaluation d'entreprise porte le nom de Edouard Koundouno, la PEC qui veut dire la promotion Edouard Koundouno, PDG de Mondial Express qui est une agence de voyage et de tourisme et PCA du groupe Kavi Media. Edouard Christian Koundouno est aujourd'hui une référence de l'entrepreneuriat guinéen. Mais pourquoi Elite Finance Institute a choisi ce tome pour porter le nom de leur 3e promotion? Pour le savoir, nous recevons dans ce studio et sur ce plateau Vincent Delamou, qui est le gérant principal de Elite Finance Institute. FEI. Et dans la deuxième et la dernière partie de cette émission, nous irons en Côte d'Ivoire pour parler des législatives. De ce côté, le PPACI évince ses cadres qui se présentent comme candidats malgré l'appel au boycott, alors que la liste provisoire des candidats retenus pour les élections législatives du 27 décembre a été rendue publique mardi 18 novembre. Certains cadres du PPACI ont décidé de se présenter en tant que candidat indépendant, outrepassant donc la consigne de boycott. En conséquence, le parti de Laurent Gbagbo a annoncé mercredi 19 novembre leur exclusion dans un communiqué visant notamment Stéphane Kipré, vice-président exécutif du parti. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement, c'est maintenant. Encore une fois, merci de nous choisir. Vous êtes dans votre émission Le Scanner. Ici, sur ce plateau, avec moi, Yaya Diallo. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à tous. Alors, dans le cadre des évaluations finales de l'année, les cadres du ministère de l'économie et des finances ont présenté l'ensemble des réformes initiées ainsi que les actions et activités menées qui ont permis au ministère en question d'atteindre un niveau de performance globalement très satisfaisant, la moyenne de 90% du taux d'atteinte indicateurs de résultats initialement ciblés, une moyenne plutôt remarquable. Yaya Diallo. Bah oui, on peut dire oui de ce que nous avons appris ou de ce que nous avons entendu dire les principaux concernés, puisque ce sont eux-là qui ont été soumis à cet exercice qui me paraît très intéressant et très essentiel pour la bonne gouvernance dans notre pays ici. Nous avons salué l'initiative qui consiste à amener les uns et les autres, notamment les administrateurs publics, les cadres, le service public pour ainsi dire, de pouvoir rendre des comptes. Donc la réduction des comptes est un principe administratif très fondamental pour améliorer la bonne gouvernance dans un État. Ce n'est pas une particularité guinéenne. Maintenant, ça dépend le processus ou les processus
d'évaluation engagées par les différents gouvernements à travers le monde, mais de toute évidence, il y a là des évaluations qui s'effectuent. Alors, il y a d'autres, ça passe par l'Assemblée nationale à travers des questions directes que les élus peuvent poser aux concernés, donc aux ministres, aux chefs de département, et éventuellement, il y a à l'interne aussi des services qui sont dédiés à l'évaluation à travers des rapports sur la gestion ou l'atteinte tout au plus des objectifs des uns et des autres. Alors, en ce qui concerne la Guinée, nous avons, disons, assisté à cette première journée. Depuis l'arrivée du CNRD, je crois que ça peut être la 3e ou la 4e fois qu'on nous annonce des évaluations qui s'effectuent. On nous annonce des admis et des non-admis, mais jamais ces résultats n'ont été mis sur la place publique. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui interpelle et qui questionne sur, disons, la rigueur ou tout au plus la transparence qui a caractérisé ces évaluations. Parce qu'il faut parler aussi des précédentes. Parce que nous osons croire que une évaluation consiste effectivement à soumettre les uns et les autres à un exercice qui sera sanctionné éventuellement par une appréciation et qui débouchera à une sanction positive ou négative. Or, en l'espèce, dans notre pays ici, on évalue, c'est vrai, mais jamais les évaluations-là ont été appréciées par Paul ou Pierre et éventuellement aboutir à des sanctions. Alors, ceux qui se sont bien illustrés et qui ont vraiment eu des résultats probants, souhaiter que ces gens-là puissent être félicités, appréciés à leur juste valeur, et ceux qui n'ont pas pu aussi fournir assez d'efforts et qui n'ont pas eu de résultats probants, que ces gens-là aussi soient sanctionnés autrement et remerciés, parce qu'on est assez nombreux, on est près de 17 millions de Guinéens dans notre pays ici. Donc celui qui n'arrive pas à pouvoir faire bouger les lignes dans un département donné, tous les départements sont importants dans une république, puisque chacun a fait des routes dans un secteur donné. Donc ça veut dire tout simplement que vous êtes obligé de fournir un certain nombre de choses pour pouvoir amorcer des progrès à l'interne. Parce que si tel n'est pas le cas, ça veut dire que dans ces secteurs concernés-là, nous, disons, nous ne bougeons pas. Et si on ne bouge pas, naturellement, il faut poser ou questionner la tête. La tête, ce sont les chefs de ces différents départements-là, puisque c'est les principaux managers, c'est eux qui doivent pouvoir dicter les grandes lignes, coordonner tout cela, et mettre les services publics, puisque chaque département a ses services publics, au travail, et voilà, disons, et suivre ça de près. Alors, on s'en rend compte qu'il y a eu, de par le passé, à ceux de départements qui n'ont pas pu ne serait-ce qu'atteindre 30% de leurs objectifs. Je crois que la retraite de Kindia en est une illustration. C'est le Premier ministre, chef du gouvernement lui-même, qui avait fustigé ce manque de résultats de la part de certains comités d'État, donc de certains ministres. Donc je pense qu'aujourd'hui, nous devons sortir carrément dans ce speech et aller en profondeur. Et cela exige effectivement de temps. Cela exige ce qu'on appelle des compétences à tous les niveaux, puisqu'il faut qu'on ait des spécialistes de tous les secteurs qui sont inclus dans ces différents départements. On en a plus d'une trentaine. Donc c'est vrai que c'est la primature, puisque au regard de l'ossature gouvernementale, c'est le Premier ministre qui impulse l'action gouvernementale et qui coordonne les activités du gouvernement. Oui, on peut dire qu'il peut y avoir des hommes et des femmes au sein de la primature qui peuvent jouer ce rôle-là. Mais on peut aller plus loin pour pouvoir justement solliciter la compétence des uns des autres et en faire une commission indépendante qui sera présidée par le Premier ministre et qu'on ait le timing qu'il faut. Je crois que c'est fondamental. 5 jours pour évaluer une trentaine de départements. Ça me paraît, disons, assez, disons, prétentieux de la part de la primature. Est-ce qu'on pourra même parler de la fiabilité de ces évaluations si en un laps de temps on veut évaluer plusieurs départements comme vous êtes en train de le dire? C'est là toute la question.
il faut du temps. Vous vous rappelez de premières évaluations qui ont eu lieu, où il y a eu quand même beaucoup de temps qu'on a accordé au comité qui avait la charge d'évaluer ces ministres-là. Il y avait des anciens ministres d'Alpha Condé, alors ça suscitait de débats, mais sur toute évidence, ce sont des gens qui sont expérimentés. C'est vrai qu'on peut aller plus loin pour dire qu'il y a certains qui ont été remerciés sur Alpha par manque de résultats. Alors quand on prend les mêmes personnes pour aller évaluer une équipe gouvernementale qui se fixe des objectifs, alors tout cela peut amener les uns et les autres à se poser plusieurs questions. Alors maintenant, on a décidé de confier exclusivement cette évaluation au chef du gouvernement et son cabinet. Au regard de ce que nous avons pu glaner ici et là, et au regard même des discours officiels qui ont été tenus par les différents responsables qui sont passés au nom de leur département, parce qu'il faut préciser, ce sont les départements qui sont évalués. Et la logique voudrait que l'évaluation concerne directement les ministres. Et ce n'est pas à cela que nous avons assisté. Ce sont des délégations qui se sont rendues là-bas, certains des directeurs, d'autres des secrétaires généraux, qui se sont rendus là-bas pour répondre au nom du ministre. Or, le ministre, c'est lui qui gère tout le département avec toutes les directions qui sont inclus là-dedans. Donc il y a certains départements qui ont plus de 8 directions à leur sein. Je ne vois pas qu'un directeur qui s'occupe, disons, d'une direction, uniquement d'une direction, venir défendre tout un département. Donc je crois qu'ils doivent se rendre compte que ce n'est pas une évaluation. Peut-être dire que au lieu que les cadres du département ne se présentent au nom du ministre, que les ministres eux-mêmes se présentent, parce que quand on parle quand même d'un département ministériel, il y a plusieurs directions. Et moi, je crois que si l'évaluation est basée sur les actions, c'est plutôt une bonne chose, puisque ce n'est pas la tête du ministre qui compte, mais pour qu'il défende vraiment les actions qui sont menées au sein du ministère, je crois que les directeurs ne pourront pas le faire, mais les ministres sont assez bien indiqués pour pouvoir se prêter à cet exercice-là. Justement, Fatou, vous savez très bien que je viens de rappeler un peu la constitution d'un certain nombre de départements. Il y a des directions centrales qui gravitent autour de ces départements-là et qui s'occupent aussi des secteurs ou, disons, des domaines spécifiques. Alors, je vois très mal qu'un directeur, par exemple, la direction de la douane, qui relève de... Enfin, je crois que cela, c'est sur du budget. Ça relève du budget, puisse venir défendre justement le ministère du budget ou la direction des impôts, venir au nom du ministère du budget et puis défendre justement les résultats, disons, enregistrés au courant de l'année 2025. Donc, on le disait hier que la logique voudrait, et le sérieux aussi, voudrait qu'au-delà même de chefs de département, que toutes les directions soient soumises à cet exercice-là. Donc, d'où le timing qu'il faut nécessairement et absolument avoir pour pouvoir entendre tout le monde, puisque l'évaluation, ce n'est pas un jeu du hasard. Les termes de référence sont connus par la primature, puisque c'est en parfaite harmonie avec les départements concernés que les termes de référence sont définis. Donc, les critères sont connus. Ce qui doivent être soumis à ces différentes évaluations savent sur quoi ils doivent être interrogés, puisque c'est sur quand même un document officiel que chacun a pu s'approprier et connaître le contenu, s'engager éventuellement de répondre à cela. Donc, ces 5 jours-là, je vois très mal qu'on puisse avoir une évaluation digne de ces noms, puisque quand même c'est au nom de la réduction de comptes. Donc, ce contrat annuel de performance qui a été, disons, soumis à tous les départements doit être justement analysé
évalué cliniquement à travers la primature, parce que c'est ce qui pourra aussi renforcer même l'autorité de la primature. Mais de ce que nous avons vu hier, c'était un simple entretien qui se passait. Et voyez des gens sortir pour dire que oui, nous avons atteint les 90% de ce qui nous avait été soumis. Alors, le contrat annuel de performance, encore une fois, en attendant de voir ce qui est contenu là-dedans, je me permets de dire que quand même, l'atteinte des objectifs doit être foncièrement ou intimement liée avec l'auto d'épuisement de leur budget annuel, puisque vous atteignez vos objectifs à travers justement l'épuisement ou l'utilisation de ce budget, puisque ce budget de fonctionnement quand même doit pouvoir justement se fixer des objectifs à atteindre, donc à travers les projets, à travers des initiatives qu'on essaie de mettre ici et là, c'est à travers ça qu'on va essayer d'éponger, si vous voulez, enfin, ou tout au plus utiliser ces fonds-là. Parce que, contrairement à ce que les uns et les autres pensent, un budget, ce n'est pas une masse monétaire ou une masse, disons, justement, qu'on a quelque part et dont il faut essayer d'aller à tout bout de champ ou à tout moment d'aller prendre. Non, c'est en fonction des projets, et disons accompagnés des arguments très solides qui doit être défendu par le même ministre même devant le Parlement. Et voilà, donc c'est sur la base de ça qu'on va essayer de voir. Maintenant, vous avez un budget, vous avez du mal à l'utiliser parce que vous n'avez pas de projet, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas d'initiative. Et je crois que là, les principaux concernés doivent tirer toutes les conséquences de ces actes-là ou de cette réalité. Nous avons un chef de l'État qui a ce pouvoir décrétal-là à un certain niveau de remercier ceux qui ne sont pas malheureusement mis au travail et éventuellement solliciter la compétence de certains Guinéens. Ils sont très nombreux. Donc, je pense que c'est comme cela que les choses doivent aller. Nous avons suivi certains départements qui se sont félicités et curieusement, tous ceux qui sont passés hier devant, disons, la primature, tout s'est bien passé. Ils sont à 80% de l'atteinte des objectifs, d'autres à 90%, certains à 85%. Donc ça veut dire que tout va bien. Parce que c'est des gens qui sont venus, qui n'ont pas fait assez de temps. Et puis voilà, ils se succèdent et vous venez, on vous soumet à un interrogatoire, un entretien, et puis c'est fini. Et puis voilà, vous êtes noté, vous avez votre notation ou votre note. Et voilà, et c'est comme cela que les choses se sont passées. Or, on pouvait faire mieux. Et ça y va avec la bonne gouvernance, ça y va avec la rigueur qui doit caractériser la gestion de la chose publique. On n'en fait pas ce qu'on veut. Et quand on ne peut pas, on doit être remercié et mettre certains à leur place. Est-ce qu'on peut dire donc que cette évaluation peut résulter sur la formation des cadres d'un ministère, ce qui pourrait éventuellement peut-être être une sorte de correction pour ce qui n'a pas marché après l'évaluation? Pardon? Est-ce qu'on peut dire dans ce cadre qu'après l'évaluation, ça pourrait résulter sur une formation ou des formations des cadres d'un département, une sorte de correction pour ce qui n'a pas marché après l'évaluation? Vous savez, Fatou, vous êtes journaliste au groupe Kavi Media. Il y a, disons, des objectifs qu'on vous fixe à atteindre. Et ces objectifs-là sont sanctionnés par un document à travers justement des détails inclus là-dedans. Donc, de telle période à telle période, avec les moyens de bord, avec les moyens que vous disposez, puisque vous avez quand même un budget, on vous a alloué un budget, c'est pour pouvoir justement faire face à tout cela. Alors, on vous fixe les objectifs à atteindre. Voilà, vous devez atteindre tels objectifs, vous devez réaliser telle chose, et puis voilà. Et à la fin de la période, vous êtes obligatoirement soumis à une évaluation. C'est tout à fait normal. Et donc, ça s'impose pour voir, oui, on vous avait soumis justement des objectifs, on vous a assigné de missions à atteindre. Alors, où en est-on? Et puis voilà, sur la base de ces mêmes documents, qu'on appelle par ailleurs le contrat annuel de performance, on essaie de voir effectivement ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment vous avez utilisé votre budget et le taux
disons, d'utilisation aussi de ce budget-là. Donc, tout récemment, c'est le Conseil national de la transition qui, par ailleurs, fait office du Parlement, qui avait quand même fustigé la faiblesse notoire de l'utilisation, disons, du budget ou des budgets alloués à certains départements. Donc, ça a été quand même une sortie publique. L'OCNT avait déploré tout cela et avait invité justement les ministres à se mettre au travail. Donc, je pense, de ce point de vue aussi, l'OCNT doit pouvoir prendre toute sa responsabilité, s'approprier de toute sa mission qui consiste à contrôler l'action gouvernementale, au-delà de voter les lois, mettre en place des commissions d'enquête, s'approprier de tous les documents officiels, puisque c'est un droit pour les conseils nationaux, et savoir ce qui se passe. C'est sur la base de ces documents qu'on peut pouvoir poser la question à qui des droits. Je crois que les ministres sont obligés d'y répondre, et éventuellement, c'est sur la base de tout cela qu'on va essayer d'apprécier éventuellement ce qui pourra devenir. Alors, donc, voyez-vous que l'État, quand même, si vous voulez, c'est une sorte de machine où chaque pièce doit pouvoir jouer son rôle. Donc, il appartient à toutes les institutions de la République de jouer leur rôle conformément à la loi et aux attributions. Donc, je pense qu'il en est de même pour la primature aussi. Le chef du gouvernement doit pouvoir avoir la poigne qu'il faut, l'étoffe qu'il faut, la personnalité qu'il faut pour pouvoir exercer pleinement ses attributions. Ce n'est pas un crime. Ainsi va, disons, le service public. Donc, on ne peut pas quand même se cacher derrière des artifices qui consistent à dire qu'on avait tant aimé, on n'a pas été compris. Parce que oui, de toute évidence, c'est inhérent à tous les gouvernements. Il y a toujours des insoumis, mais le Premier ministre aussi a un patron qu'on appelle le chef de l'État. Et je crois que s'il est confronté à de tels problèmes comme ça, puisqu'il a le droit d'interroger tous les ministres, au-delà de ces évaluations qui sont formelles, le Premier ministre a le plein pouvoir d'interpeller tous les ministres, de les questionner sur un certain nombre de choses. Donc, c'est lui le chef du gouvernement. Ce n'est pas un ton anodin qu'on appelle chef du gouvernement. Donc, je pense que chacun doit pouvoir comprendre ses missions et s'approprier pleinement de ses missions et de ses attributions pour pouvoir justement amener les uns et les autres à aller beaucoup plus en profondeur avec tout le sérieux qui s'y est. L'évaluation qu'on a tous suivie hier, ça plane encore une fois disons. Et justement, en parlant de ça, cette revue annuelle qui concerne donc tous les départements ministériels, on a vu le ministère de l'économie et des finances qui s'est aussi prêté à cet exercice et qui est sorti avec une moyenne de 90%. Avec une moyenne de... Est-ce qu'on peut parler de performance à ce niveau-là? Fatou, il y a ce que nous avons entendu. Ça, c'est les discours officiels. On n'a pas entendu encore, jusqu'à présent, je n'ai pas entendu le cabinet de la primature, en tout cas ce qui compose cette commission d'évaluation, donner de résultats. Et je crois que c'est sur l'habilité à donner de résultats. Alors chacun peut sortir pour dire, nous sommes à 60%, nous sommes à 100%, nous sommes à 90%. Mais on estime que ces résultats ne seront quand même pas contredits par la primature. Et d'autres même peuvent aller jusqu'à 110%, ça dépend. Mais nous savons très bien qu'il y a disons, des chiffres, si vous voulez, ou des pourcentages standards qui sont quand même fixés à tous les départements. Vous n'êtes pas obligé d'atteindre les 100%. C'est pourquoi cet empressement de dire qu'on est à 90%, on est à tel, encore une fois, soulève le débat et ça questionne. Ça questionne pourquoi on a bien voulu s'attribuer justement des notes satisfaisantes, alors qu'en réalité, dès l'instant que vous êtes déjà à 70%, c'est pas mal, parce que nous savons aucune œuvre humaine n'est parfaite. Donc c'est très difficile, pour ne pas dire que c'est rare de voir qu'un département puisse atteindre tous les objectifs. Mais dès l'instant qu'un taux d'atteinte est obtenu,
Je crois que ça peut rassurer et c'est pourquoi on parle de perspective aussi. Parce qu'à l'interne aussi, il faut soulever des difficultés auxquelles ces différents départements sont confrontés. Donc, tout cela aussi doit être revu cliniquement par les évaluateurs pour pouvoir voir effectivement quelles sont ces difficultés-là, les identifier éventuellement, prendre les dispositions pour ne pas qu'on se heurte dans les prochaines années aux mêmes difficultés. Donc, prendre toutes les dispositions, toutes les précautions nécessaires, y compris des précautions budgétaires pour faire face justement à ces défis-là. Parce qu'il y a beaucoup aussi des ministres, et je crois qu'ils sont tous, et c'est ce qu'ils ont tous en commun, c'est de dire que le budget n'est pas suffisant. Alors, beaucoup passent tout leur temps au niveau du CNT à plaider pour la revue à la hausse de leur département au regard des missions qui leur sont assignées, voire même certains s'attribuer des ambitions artificielles pour pouvoir justement bénéficier de la confiance des conseillers nationaux, puisque c'est à eux de décider. Donc, il y a tout cela aujourd'hui. Donc, les difficultés, il y en aura toujours. Et il y a des difficultés qu'on peut constater ici et là. Maintenant, les difficultés mises sur table, avec à la clé le compte annuel de performance, y compris les missions qui vous ont été assignées, c'est très facile, avec le terme de référence qui est connu de toutes les parties, d'évaluer. Donc, je pense que c'est quelque chose de, à la limite, très facile parce que c'est pédagogique, c'est professionnel. Donc, maintenant, il ne faut pas que les uns et les autres soient animés par, justement, par un simple entretien et qu'ils pensent qu'ils ont ce qu'on appelle un chèque en blanc et il suffit juste, c'est une simple formalité dont il faut essayer de faire et puis on s'en passe. Ça ne doit pas se passer comme ça. C'est en cela que j'ai dit, y compris même la présidence doit pouvoir s'impliquer. On ne peut pas obtenir de résultats. Nous entendons dans les discours officiels les déclarations d'intention des uns et des autres de vouloir transformer la Guinée. C'est un besoin pressant qui date de longtemps. Nous sommes l'un des premiers pays francophones à obtenir son indépendance. Et je pense que nous devons pouvoir justement décoller maintenant et faire face aux besoins les plus fondamentaux de la population. Parce qu'on est à ce stade-là aujourd'hui, nous peinons à répondre, justement, je parle de l'État justement, à répondre aux attentes de la population. Et les services sociaux de base ne sont pas fondamentalement ici. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'initiatives qui aillent dans ce sens-là, des initiatives qui consistent effectivement à faire bénéficier les citoyens directement disons, de nos ressources, puisque nous en avons assez. Donc c'est à travers ces ressources-là que nous faisons face à un certain nombre de choses, que nous réalisons, disons, des infrastructures. Donc le peuple doit pouvoir justement être impacté. Et pour que le peuple soit impacté, nous avons, disons, deux ministères sectoriels qui ont ce qu'on appelle la mission et l'obligation de pouvoir produire des résultats. Ce sont ces résultats-là qui vont impacter la population. Alors vous imaginez si on a le sentiment que oui, on peut faire ce qu'on veut et on peut ne pas certainement atteindre les résultats qu'il faut, parce que dès l'instant que dans ces termes de référence ou dans le compte annuel de performance, il est mentionné que c'est lui qui n'a pas atteint un taux, disons, d'utilisation de son budget ou d'atteinte, pour ainsi dire, de ces missions, doit être purement et simplement remercié. C'est clair. Et en ce moment, c'est l'intégrité qui doit pouvoir prévaloir et animer tous ceux qui ont la responsabilité d'évaluer ces différents départements-là et les directions y afférentes, parce que c'est la logique qu'il faut. Ça doit passer fondamentalement par ce processus-là pour que tout le monde soit interrogé et on aura en conscience que donc l'année prochaine aussi ou dans les mois à venir aussi devait être soumis à une évaluation. Donc ça doit fondamentalement interpeller ces humains et on aura disons en tête qu'à tout moment on peut être évalué. Donc ils seront obligés à tous les niveaux de dater les pas, de mettre les bouchées doubles
pour pouvoir avoir les résultats qu'il faut. Maintenant, si on a la conviction et la certitude que c'est une simple formalité, à la limite un entretien, eh bien, ça devient justement, disons, une sorte de passage ou de passoire. Et puis voilà, ça vient, ça passe, parce qu'on n'est pas, on n'est pas inquiété. Donc je pense qu'il faut prendre tout cela en compte. Ouais. Ce n'est contre personne, c'est pour la République. Exactement. Et la République ne doit pas être gérée par des affinités, par des relations qu'on peut avoir avec Paul ou Pierre. La République, ce sont les principes. Les uns et les autres doivent pouvoir se soumettre et respecter ces principes-là, y compris les commis de l'État. Quand vous bénéficiez, disons, d'une promotion, vous avez un service à gérer, un service public à gérer. Au-delà de la fierté qu'on peut dégager, c'est une responsabilité aussi. C'est une responsabilité vis-à-vis de la population, une responsabilité vis-à-vis de l'État. Donc vous avez des missions à accomplir. Donc les uns et les autres doivent pouvoir avoir cette conscience républicaine. Et ça fait défaut dans notre pays ici. Les gens pensent que quand vous bénéficiez du décret du chef de l'État, c'est parce que peut-être vous êtes dans son esprit et comme tel, tout semble être permis. Non. Et tout se résume sur justement, oui, vous pouvez être dans son esprit, mais dès l'instant que vous bénéficiez de sa confiance, c'est pour que vous puissiez faire bouger un certain nombre de choses dans un secteur donné. Ça ne veut pas devenir là-bas, disons, justement pour se bérer, remplir les poches, et puis voilà. Quand même à la population d'en bénéficier. Justement, c'est cela. Et c'est là où nous invitons, c'est là où le chef de l'État doit pouvoir intervenir, en l'occurrence le général Doumbouya, pour pouvoir veiller au grain et savoir ce qui se passe. On nous apprend qu'à travers les conseils de ministres, ça revient à tout moment. Il interpelle directement, et il menace de sanctionner, sauf que les sanctions ne tombent pas et je pense qu'il doit aller plus loin. C'est lui qui avait promis aux Guinéens que sa main ne tremblera pas. Alors, elle ne doit pas trembler face à qui que ce soit. En tout cas, de tous ceux qui se montreront, disons, pas, si vous voulez, enfin, de ceux qui ne pourront pas, pour ainsi dire, répondre aux attentes de la population. Et il faut les remercier, et ils peuvent être des amis, mais quand on ne peut pas, on ne peut pas. Donc, on ne peut pas prendre n'importe qui et mettre à la tête d'un département, à la tête des directions, parce que si vous... C'est pour servir justement la nation, donc... Il faut être dans ce cadre-là. Pardon? Je dis c'est pour servir la nation, donc il faut forcément être dans ce cadre-là. Justement. Alors, c'est pourquoi, vous avez vu, c'est la constitution d'un État, ça y va avec quoi? C'est pas anodin dans un département qu'on a plusieurs services, qu'on ait plusieurs services, pour ainsi dire, et qu'on ait des différents départements, des différentes directions, des services déconcentrés. Tout cela, c'est pour pouvoir... répondre aux besoins existants et éventuellement satisfaire la population. Alors, c'est pourquoi quelqu'un qui un commis de l'État, quelqu'un qui gère un service public est si vous voulez, c'est vrai que c'est un employé de l'État, mais il doit être à la service... De la population. C'est un serviteur, comme on le dit. Et un serviteur, nous connaissons effectivement ce qui va avec. Donc, c'est avec tout le sacrifice qui va avec. Bien. Donc, je pense que c'est comme cela que les uns et les autres doivent pouvoir comprendre et cerner les choses. Le service public, c'est un autre sacerdoce aussi. C'est une opportunité que nous avons et que les autres n'en ont pas eu de servir son pays. Voyez-vous que c'est un honneur. Maintenant, quand les uns et les autres pensent que c'est un privilège, et donc il faut en profiter, il appartient au chef de l'État à un certain niveau de pouvoir justement remuer son bic. De pouvoir justement remuer son bic. Évaluation finale des départements ministériels de l'année 2025, une revue annuelle qui permet donc de faire la revue annuelle des projets et les actions menées au sein des départements, qui permet donc de se projeter sur la prochaine année 2025. Il faut donc plus de concret que des formalités. Nous partons sur cet autre sujet, la troisième promotion d'Élite Finance institutive
suite du parcours analyste financier, modélisation financière et évaluation d'entreprise qui porte le nom de Edouard Koundouno. L'APEC, c'est comme ça que s'appelle cette promotion. Donc, promotion Edouard Koundouno, un nom fort, un nom qui résonne, un nom qui incarne l'excellence, le leadership et la vision stratégique. PDG de Mondial Express, qui est une agence de voyage et de tourisme, et le PCA du groupe Kavi Media. Edouard Christian Koundouno est aujourd'hui une référence de l'entrepreneuriat guinéen. Sur ce plateau, avec nous, notre invité pour débattre donc de ce sujet, M. Vincent Delamou, qui est donc le gérant principal de Elite Finance Institute. Bonjour. Bonjour Madame Kébé et bonjour Monsieur Diallo. Merci donc à vous d'accepter notre invitation. Merci, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau. Le plaisir, il est partagé. Avant donc de parler de ce grand monsieur Edouard Koundouno, tout d'abord, parlez-nous de Elite Finance Institute. Alors, Elite Finance Institute est un établissement dédié exclusivement au métier de la formation en finance en République de Guinée, une première d'ailleurs. Et notre école est née dans le cadre de répondre à un besoin qui est, en tout cas, de former des professionnels dans ce monde financier moderne. Parlez dans le micro. Voilà, ça va? Oui, parfait. Bon. Et notre école est née pour répondre à un besoin du marché, celui de former des financiers modernes en offrant un environnement d'apprentissage structuré, rigoureuse, orienté vers l'excellence. Alors, notre vision est de devenir aujourd'hui le centre de référence de la formation en finance ici en Guinée, en Afrique. Et nous préparons en tout cas une nouvelle génération de dirigeants, de professionnels, mais aussi de diplômés. Notre mission est triple. Déjà, nous avons des modules de formation conçus pour des managers, pour des dirigeants d'entreprise qui ne sont pas forcément financiers, qui ne parlent pas finance. Nous les accompagnons dans le cadre de leur prise de décisions stratégiques financières et également les professionnels. Nous accompagnons les professionnels qui ont en tout cas besoin de monter en compétences et nous les accompagnons. Nous avons des modules de formation conçus pour ces profils-là, mais également des étudiants. Vous savez, dans nos institutions de formation, dans nos universités, il y a ces étudiants-là qui sortent dans nos universités, mais ils ne sont pas forcément opérationnels sur le marché. Donc, nous avons également des modules de formation pour ces profils. Nous les accompagnons en les outillant et en les donnant des compétences pour être directement opérationnels sur le marché. Alors, Elite Finance Institute se positionne comme un accélérateur de compétences en finance. Nous avons une pédagogie axée sur la pratique. Donc, nos formations sont des formations courtes, qui est différente des universités classiques où il faut une formation de longue durée. Donc, nous avons des formations courtes en présentiel et en ligne avec des horaires adaptés aux professionnels. Nous avons une flexibilité totale. Donc, nous avons aujourd'hui des sessions en soirée également les week-ends. Donc, le format est modulaire. Et nous avons un réseau d'experts forts. Nos intervenants viennent de grandes institutions financières de partout dans le monde des affaires. Et ils apportent une expertise, en tout cas, sur le terrain et apportent des sciences de mentorat et des accompagnements individuels. Et également une passerelle vers l'emploi. Aujourd'hui, avec EFI, Elite Finance Institute, nous avons déjà plus de 50 alumni qui sont formés et tous sont insérés 100% dans le marché de l'emploi, en occupant aujourd'hui des postes stratégiques dans des institutions locales et aussi à l'international. Voilà, c'est un peu ça, Elite Finance Institute. D'accord. Alors, cet institut se situe où à Conakry? Nous sommes à Lambagny. D'accord. Voilà. Alors, expliquez-nous un peu, puisque vous venez de rappeler quelque chose de très intéressant, ce que vous ne faites pas comme certains établissements le font classiquement. Oui. Alors, vous avez encore dans votre façon de faire la flexibilité, donc ça peut être matin comme soir, donc en fonction de la disponibilité des uns et des autres. Alors, parlons d'abord disons, de cette façon de faire à l'interne qui est différent de ce qu'on connaît ou de ce qu'on a déjà connu, donc des choses qui se font classiquement. Alors, quelle est la nouvelle donne? Quelle est votre touche particulière dans cette situation?
Voilà. Et parler de cette touche particulière, je le disais tantôt que nous sommes beaucoup plus flexibles et nous avons une pédagogie en tout cas axée sur les résultats. Vous savez, en tout cas, l'un de nos publics cibles, ce sont les étudiants. Et les étudiants, généralement, quand ils sortent à l'université, ne sont vraiment pas opérationnels. Il y a certains qui sortent à l'université mais n'ont pas de compétences pratiques pour aller directement soit travailler en entreprise. Donc nous sommes différents de ces institutions-là. Au lieu d'aller passer 3 ans dans une université à apprendre rien que la théorie, parce que généralement la majeure partie de nos institutions, de nos universités n'accompagnent pas en tout cas les étudiants avec des formations beaucoup plus pratiques. Et là c'est l'avantage d'être en cabinet, c'est l'avantage d'être de suivre une formation avec Elite Finance Institute. Il faut sortir de quel niveau pour intégrer votre institut-là? Déjà, nous avons 2 publics cibles. Il y a des professionnels, des modules qui sont conçus uniquement pour les professionnels. Et si tu n'es pas également professionnel, tu es dirigeant d'entreprise, tu ne parles pas financier, tu ne parles pas finance. Donc nous avons des modules de formation qui sont conçus pour ces professionnels, donc pour ces dirigeants d'entreprise, mais également pour ces étudiants. Donc même si tu n'es pas financier, mais tu veux en tout cas te réorienter ou tu n'as pas forcément des compétences pratiques dans la finance, donc nous avons des modules de formation ouverts pour ces gens. Donc nous ne sommes pas limités. Donc nous nous adaptons au profit en tout cas de l'étudiant qui est en face de nous. Rappelez un peu ces différents modules-là pour la gouverne de nos auditeurs et dites-nous effectivement comment ça se passe, parce que vous avez dit que c'est à la fois la théorie et la pratique. Comment ça se passe pour les jeunes étudiants qui ont justement cette envie de faire les finances, mais peut-être qui se disent qu'à l'université ou les instituts d'enseignement supérieur, c'est assez long, 3 ans c'est long. Alors vous avez un timing très raisonnable. D'abord le timing, est-ce qu'il faut 6 mois pratiquement ou 3 mois, parce qu'il y a des formations aussi accélérées pour pouvoir avoir toutes les compétences requises en la matière et éventuellement aussi les critères, si vous voulez, d'inscription. Est-ce qu'un géographe peut, s'il a besoin d'avoir des compétences dans les finances ou en finance, est-ce que c'est possible? Les portes sont ouvertes à tout le monde, en tout cas à tous ceux qui désirent justement de bénéficier, disons, de votre service dans les domaines que vous venez de rappeler tout à l'heure, y compris les finances. D'accord. Alors, Monsieur Diallo, pour revenir rapidement sur cette question, si un géographe, en tout cas, peut bénéficier de l'une de nos formations, parlant de nos thématiques de formation, nous avons des formations de finances d'entreprise. Juste un exemple sur un géographe, voilà. Historien. Nous avons, par exemple, une formation qui est finance pour manager non financier, finance pour non financier. Donc, nous accompagnons ces gens-là qui n'ont pas un profit financier, en tout cas d'avoir des compétences de base dans la finance. Et là, nous avons ces modules de formation qu'on appelle aujourd'hui finance pour manager non financier ou finance pour non financier. Donc, bien évidemment, même si tu n'as pas un profit financier, en tout cas avec nos réseaux de formateurs et d'experts qui sont là, facilement tu peux sortir en étant outillé. Alors, il faut décrire un peu, décrire pour ainsi dire, ces experts que vous avez à votre niveau, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Est-ce des expatriés ou des Guinéens tout court, mais qui ont justement cette compétence-là, parce que nous avons quand même ces complexes-là, quelquefois des Guinéens qui ont des compétences requises dans des secteurs donnés, mettent en place des cabinets ou des instituts de formation. Mais on est beaucoup plus impressionné quand il s'agit d'un blanc ou quand il s'agit de quelqu'un d'une autre nationalité. Est-ce que c'est un établissement constitué uniquement que par des Guinéens et qui ont justement des compétences diverses et variées dans ce domaine? Alors, comme je le disais, nous avons un réseau d'experts, en tout cas partout dans le monde, qui sont issus de grandes institutions financières. Déjà, nous avons des formateurs qui sont ici avec nous. Déjà, la formation, en tout cas, la promotion analyse financière, la 3e promotion d'où M. Edouard est parrain. Le formateur principal de ce programme, c'est un Guinéen, c'est un expert dans le domaine du monde financier en Guinée qui n'est pas d'ailleurs, qui est très reconnu, en l'occurrence, M. Pepe Carlos Bam, que je salue de passage. Et nous avons également des formateurs qui ne sont pas là, d'où la formation en ligne, mais également par besoin, qui viennent, en tout cas, de façon très spéciale pour donner
des formations. Nous avons des formateurs aujourd'hui au Maroc. Monsieur Azil Arab, c'est un docteur en finance. Il est au Maroc et également nous avons des formateurs en finance avec Business School de la finance. Nous avons également des formateurs qui sont là, des formateurs très reconnus dans le monde de la finance. Et nous avons des partenariats avec d'autres institutions financières où nous coopérons ensemble, qu'ils ont des modules de formation et qu'ils, en tout cas, à travers un partenariat, nous en tout cas, donnons ces modules de formation en collaboration avec eux et que c'est également leur formateur qui dispense ces cours à travers le cabinet. Donc c'est un mélange d'experts guinéens et étrangers. Voilà, parfaitement. Quelles sont donc les durées des formations au sein de l'Institut? Alors, déjà, la formation, nous avons des formations pour 6 mois et la formation pour 2 mois. La formation Paco Analyse financière, c'est une formation de 2 mois répartie en 8 sessions. Alors, sur 2 mois, nous faisons 20% de théorie, mais en tout cas 80% de pratique. Donc c'est une formation beaucoup plus outillante parce que nous accompagnons les professionnels avec des outils qui les permettent jusqu'à la sortie de la formation d'être beaucoup plus opérationnels. Et après juste la formation, on ne laisse pas, il y a une phase d'accompagnement juste pour les permettre d'implémenter ce qu'ils ont appris au sein de l'université, de les implémenter ça dans les différentes organisations ou dans les différentes structures. Donc nous avons des formations pour 6 mois et des formations pour 2 mois. Je le disais tantôt que nous sommes vraiment différents des universités classiques où il faut une formation de longue durée. Alors, Elite Finance Institute, quand on parle de cet institut, la promotion, par exemple, la promotion qui vient de sortir là, est-ce que la promotion est constituée de professionnels en même temps que d'étudiants ou bien ils sont toujours séparés en termes de formation? Voilà. Pour cette promotion, par exemple, on a commencé avec la première promotion où c'était un mélange carrément de professionnels et des étudiants. C'était une première expérience. Mais à travers déjà l'accompagnement qu'on avait, on a su structurer parce que là, il ne faut pas casser le rythme de la formation. Mélanger les professionnels avec les débutants n'ont pas forcément le même niveau. Donc, ça peut un peu déséquilibrer le programme. Donc, chez nous, en tout cas, les professionnels, nous les entretenons et également ceux-là qui n'ont pas forcément des compétences de base dans la finance. Il y a déjà des modules préparatoires que nous préparons pour ces gens-là, pour les mettre à niveau et puis avant de plonger directement dans le programme de la formation. Alors en parlant de ça, je crois que j'avais posé la question qui n'a pas été forcément répondue. J'ai voulu savoir, est-ce qu'il faut avoir son bac plus 3 ou bien est-ce qu'on peut être après le BEPC au lycée, quelque chose comme ça, et puis intégrer l'institut? Les critères. D'accord. Aujourd'hui, c'est vraiment pas obligatoire d'avoir le bac ou soit c'est vraiment pas un critère pour nous avoir le bac pour suivre une formation avec nous. Nous, tout ce que nous avons besoin est que tu aies une compétence de base dans la finance ou même pas si tu n'as pas une compétence de bac, alors que nous en tout cas portons volonté de vous encourager. Les critères pour suivre une formation avec nous, déjà, il faut avoir une compétence de base dans la finance et surtout dans les logiciels de la finance SL par Orbit ou pas. Donc, si nous n'avons pas ces compétences, il y a une formation préparatoire qui est déjà faite pour ça. Donc, nous lançons en tout cas des appels sur l'ensemble de notre plateforme d'appel à candidature où les gens postulent. Et après, on se retrouve en tout cas à l'Institut pour pouvoir vraiment évaluer les dossiers des candidats. Après, ils sont sélectionnés où déjà il y a un accompagnement qui est fait pour un premier départ. On présente le programme. Il y a une formation d'initiation qui est faite avant de plonger dans le programme. Donc aujourd'hui, pas parce que si tu n'as pas un niveau bac ou soit tu ne peux pas suivre la formation. Non, nous sommes vraiment ouverts à toutes sortes de profils, d'autant plus que nous sommes là non seulement pour accompagner des gens, mais pour les outils à être vraiment professionnels, à être vraiment opérationnels. D'accord. Ça, ce sont les critères. Maintenant, dans la pratique, quels sont vraiment les profils que vous recevez depuis votre mise en place? Dans la pratique, les profils qu'on reçoit beaucoup plus, il y a déjà les financiers, les comptables aussi. Des comptables, nous recevons
vraiment des comptables. Et il y a, je crois, il y a un profil juriste qu'on a reçu aussi. C'était un monsieur tellement passionné de la finance, curieux. Vous savez, dans le droit des affaires, il y a ces juristes d'affaires qui accompagnent également, qui conseillent les entreprises sur des choix de levée de fonds, de fusion-acquisition. Donc, ils ont parfois besoin de ces profils. Une certaine base aussi, de base dans la finance. Donc, il y a, dans le monde des affaires aujourd'hui, la finance intervient partout. La finance, donc, il faut avoir des compétences de base là. Donc, nous avons des modules de formation conçus pour ces profils-là. Bien sûr qu'il y a des formations de top niveau, mais il y a des formations, en tout cas, qui sont vraiment adaptées pour ces profils qui ne sont pas forcément financés. Donc, aujourd'hui, dans nos programmes, mais principalement, ces gens dont nous recevons, ce sont des financiers, des comptables, des analystes. Et voilà. Mais en dehors de ça, lors de je crois, on a reçu un juriste, on a reçu un sociologue, et on a reçu un responsable des ressources humaines qu'on a accompagné. Donc, en dehors de ces profils financiers, comptables et analystes, nous recevons également d'autres profils. D'accord. Alors, allons-y un peu sur les cours pratiques que vous effectuez. Est-ce que, à l'issue d'une formation que vous accordez aux uns et aux autres, vous garantissez aussi, disons, des périodes de stage, puisque c'est dans les périodes de stage que la pratique s'effectue, où vous avez déjà des entreprises partenaires, des institutions financières partenaires vers lesquelles vous pouvez diriger ceux qui désirent justement de faire des pratiques dans ce sens-là. D'accord. Alors, j'avais commencé par dire que nous avons un taux d'insertion dans le marché de l'emploi, un taux d'insertion de 100%. Okay. Nos deux premières promotions, c'était la première promotion et la deuxième promotion, en tout cas, tous les étudiants qui sont passés par nous aujourd'hui sont, en tout cas, sont des employés. Ils travaillent, ils ont des postes de responsabilité dans les différentes organisations. Avec la deuxième promotion, on a eu plus de 16 étudiants. Alors, ces 16 étudiants, il y avait 3-4 d'entre eux qui venaient de finir l'université, mais qui n'avaient pas encore goûté, en tout cas, le monde de travail. Alors, à travers les partenariats qu'on a, déjà... Alors, monsieur Delamou, pas pour vous couper, nous allons juste partir en pause publicitaire et derrière, on va donc continuer la discussion. Merci. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom que mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu ne partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son vie. Cavi TV, regardez la lumière. Cavi TV, la télé du développement. Cavi TV, c'est plus qu'une chaîne.
C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir. Inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Merci donc d'être des nôtres. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans votre émission Le Scanner. Donc, nous étions avec M. Vincent Delamont, qui est le gérant de l'Institut d'élite finance institut, hein? Oui, c'est ça. D'accord, c'est ça même, qui a donc, dont la troisième promotion a donné le nom à notre PCA Edouard Koundouno. Nous étions sur une question, je crois, par rapport à l'insertion professionnelle. Exactement. Est-ce que vous garantissez les stages aux sortants de cet institut? Voilà, comme je commençais par dire à l'entame de mes propos, nous avons un taux d'insertion, en tout cas de 100%. Les deux premières promotions, c'est-à-dire la deuxième promotion, les 3 étudiants qui étaient avec nous, qui n'étaient pas occupés, à travers les partenariats qu'on a, à travers les étudiants partenaires, en tout cas, ont pu obtenir des stages pratiques. Et l'une, en tout cas, d'entre elles, à travers notre parrain, qui, bon, je ne vais pas dire le nom de l'entreprise, en tout cas, à travers notre parrain qui a bénéficié de stage et qui a en tout cas conduit à un emploi. Donc, bien évidemment, nous garantissons en tout cas l'insertion professionnelle et à travers nos partenaires, nous offrons également des stages. Alors, venons-en à ceci. Donnons un nom légendaire à notre promotion. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, je l'ai pêché quelque part. Je crois bien que ce sont les mots de la promotion, la troisième promotion donc de cet institut. C'est un extrait donc, ou bien même une en-tête de texte publié sur la page de Mondial Express et sur cette nomination de promotion. Pourquoi justement ce choix? Pourquoi vous avez porté le choix sur Edouard Christian Koundouno? Ah ouais, pourquoi le choix porté sur M. Christian Edouard Koundouno? D'abord, il faut rappeler que la formation dont on parle, c'est l'une de nos formations phares, qui est le parcours d'analyse financière, modélisation financière et évaluation d'entreprise. Alors que ce parcours a été conçu pour répondre rapidement à un besoin réel du marché d'emploi, celui de disposer
des professionnels capables d'analyser des entreprises, capables d'évaluer la performance d'une entreprise, capables de modéliser et également capables d'accompagner les managers, les dirigeants dans les prises de décisions financières. Alors à l'issue de cette formation, ils ont en tout cas appris des compétences dans l'analyse financière, dans la modélisation, dans l'évaluation d'entreprise, dans en tout cas la lecture des états financiers et également l'utilisation des outils professionnels comme Excel et Power BI. Alors c'est une formation rigoureuse mais aussi surtout pratique où chaque module est orienté vers les résolutions des résolutions de problèmes concrets en tout cas rencontrés dans nos entreprises guinéennes ou à l'international. Alors que bien évidemment ce samedi le 22 novembre à l'hôtel Atlantique nous avons organisé la cérémonie de remise de la 3e promotion qui porte aujourd'hui le nom de M. Edouard Kounono. Et pourquoi ce soir pour cette édition déjà parce que M. Edouard Kounono est une personnalité que nous on considère comme en tout cas une véritable source d'inspiration pour la jeunesse guinéenne, mais une référence pour la jeunesse guinéenne à travers son groupe surtout. D'abord parce que M. Edouard aujourd'hui parfaitement des valeurs que nous transmettons à nos apprenants. Déjà il y a l'audace dans l'entrepreneuriat, la rigueur dans la gestion et également l'innovation dans le développement des affaires et pour finir avec l'impact positif qu'a M. Edouard sur l'économie guinéenne. Donc aujourd'hui, en tant que PCA du groupe Kavi Media et PDG de Mondial Express, il représente donc une réussite bâtie sur la vision, le travail et la discipline. C'est un entrepreneur stratégique pour nous. C'est un bâtisseur, un modèle pour ceux qui veulent vraiment évoluer dans la finance, l'entrepreneuriat et la gestion. Donc nous avons en dehors du fait d'être parrain, nous avons baptisé cette promotion, M. Edouard Kounono, pour honorer son parcours. Et cela va permettre également à nos étudiants, à nos diplômés de porter un nom fort, comme vous l'avez dit, un nom fort qui symbolise l'ambition, la détermination, la capacité à transformer des idées en projets concrets. Donc voilà, c'est vraiment tout cela qui nous a inspiré à vraiment porter ce nom. Donner ce nom à notre promotion. Et pour finir, en tout cas, c'est un nom prestigieux et nos certifiés, j'avoue que nos certifiés héritent d'un nom, d'un héritage d'excellence, mais surtout d'une personnalité, celle de marquer leur paysage professionnel, c'est de marquer le paysage africain dans le monde de la finance et leur intégrité professionnelle. Alors, monsieur Yaya, vous n'avez pas alors, finalement, l'événement, c'est pour ce samedi. Alors, à quoi peut-on s'attendre, pour ainsi dire, de ce qui va être fait de particulier lors de cette cérémonie? Vous venez de rappeler un peu les qualités, ou si vous voulez, les critères qui ont prévalu sur le choix de la personne, de l'entrepreneur Edouard Kounono. Alors, est-ce que vous attendez, au-delà de ce que vous venez de rappeler ici, un apport aussi, pourquoi pas, même serait-ce que une source, disons, des conseillers d'Alrom pour pouvoir justement vous permettre d'atteindre un certain nombre de choses, parce que vous avez beaucoup de choses en commun, notamment de valeurs, de principes, surtout la rigueur. Voilà, déjà comme je le disais tantôt, que le choix est porté vraiment sur M. Edouard pour son audace dans l'entrepreneuriat, pour sa rigueur dans la gestion et nous attendons de lui un accompagnement solide, d'inspirer cette nouvelle génération qui évolue dans le monde financier, de les accompagner surtout. Et voilà, la cérémonie c'est une cérémonie qui va nous permettre de valoriser le mérite, l'engagement, la rigueur de nos apprenants.
mais également renforcer la crédibilité de Elite Finance Institute comme en tant que première institution financière en Guinée, mais également pour créer un espace d'échange entre nos étudiants, nos certifiés et les dirigeants qui seront là, et en tout cas l'ensemble de nos réseaux d'animés, et également pour célébrer la croissance constante de notre réseau. Donc c'est un moment extrêmement important et qui symbolise l'aboutissement d'un parcours intense, mais aussi surtout pratique. Est-ce que vous pouvez dire qu'il est réceptif à cet honneur que vous lui témoignez? Oui, parfaitement. Parce que la confidence est que j'ai eu la chance de travailler avec M. Edouard Koundouno à Mondial Express et en compagnie également de mon manager, M. Pépé Karbamou. C'est quelqu'un de vraiment très rigoureux, un stratège hors pair. J'ai vraiment pris du plaisir en collaborant avec lui. J'ai énormément appris de lui. Donc c'est tous ces facteurs-là. Nous avons quand même des points en commun et ce sont ces facteurs-là qui nous ont vraiment encouragés et motivés vraiment de donner son nom à cette promotion. Pour nous, c'est une promotion d'excellence. D'accord. Voilà. C'est compris. Peut-être un dernier mot, Monsieur Delamot. Déjà, un dernier mot, ce serait de remercier Kavi Media, cette émission Scanner. La dernière fois que j'ai suivi cette émission en direct, c'était mon manager, M. Carlos, qui était là. J'ai pris du plaisir à l'écouter. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis là. Donc, c'est vraiment un plaisir. C'est un honneur. D'être là. Donc, merci à Kavi Media. Merci à M. Edouard. Merci pour sa disponibilité d'avoir accepté de donner son nom à cette promotion. Et nous vous donnons rendez-vous le 22 novembre à l'Hôtel Atlantique. Un moment fort pour célébrer la réussite. Donc c'est samedi demain? Oui, c'est ce samedi. C'est ce samedi, bien évidemment. Alors, je finis par dire, Elite Finance Institute continuera à former tous ceux ou celles qui veulent en tout cas bâtir un monde financier fort de demain. D'accord, mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Elite Finance Institute, la 3e promotion porte donc le nom de Edouard Koundouno, qui est le PDG de Mondial Express et le PCA du groupe Kavi Media. C'est un honneur pour nous tous. Monsieur Delamot, vous allez rester avec nous. Nous allons donc prendre la direction de la Côte d'Ivoire, où les législatives sont en vue de ce côté, pendant que la liste provisoire a été publiée. Il y a des bisbilles au sein du parti PPCI, j'y arrive. Certains cadres du parti de Laurent Gbagbo se sont présentés sous la couverture de candidatures indépendantes, alors que le parti a décidé de boycotter les élections. Un communiqué publié du président de cette formation parle d'exclusion à l'endroit de ces cadres en question, y compris le vice-président exécutif du parti, Stéphane Kipré Yaya Diallo. Oui, c'est quand même une situation qui intervient dans un contexte sociopolitique assez particulier pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour le PPACI, le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous savez très bien que le PPACI, le PDCI, RDA, l'OZPS de Guillaume Soro et certains partis n'ont pas pu participer à l'élection présidentielle pour des raisons politico-judiciaires que nous connaissons tous et que nous avons largement débattu sur ce plateau. Alors, ce sont les législatives aussi qui se profilent à l'horizon. Le 27 décembre prochain, les législatives auront lieu en Côte d'Ivoire. Alors la question a été posée à tous les niveaux, est-ce qu'il faut participer ou pas à ces législatives quand on n'a pas participé à la présidentielle? Parce que toujours est-il que là-bas, tout semble être ouvert. Alors il y a une inclusivité. C'est vrai qu'au niveau de la présidentielle, tout ne s'est pas passé comme prévu, comme voulu par les uns et les autres, l'inclusivité. Donc, dans le cadre du processus, ce qui devrait aboutir justement à la participation de tous les candidats. Alors, de l'autre côté, on vous dira effectivement que ce sont des gens qui sont en conflit avec la loi, soit par leur passé antérieur, ou soit par des problèmes liés effectivement à des, disons, à des processus, si vous voulez, juridiques. Donc, liés certains à leur identité, d'autres par justement
liées par les actes d'état civil, parce qu'on acquise par exemple Thiam d'être né en France, mais éventuellement qui avait obtenu la nationalité ivoirienne, alors que ce sont des faits qui ne sont pas compatibles au regard de la loi de la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas avoir des nationalités. Alors, au besoin, si vous voulez être candidat, en tout cas, et diriger la Côte d'Ivoire, vous devez renoncer justement à votre nationalité extérieure. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Bref, pour Thiam, donc ce qui a prévalu pour les Guillaume Soro, c'est lié un peu aux événements douloureux et malheureux de 2010-2011, où il y a eu effectivement plus de 3000 morts à l'occasion de ces différentes crises sociopolitiques. Et finalement, il y avait eu cette fameuse attaque de la BCEAO, où on avait imputé la responsabilité à Laurent Gbagbo, président d'alors, parce que ça s'est disputé. Il y avait des présidents élus, si vous vous rappelez, en Côte d'Ivoire, Alassane de l'autre côté qui réclame une victoire, Laurent Gbagbo aussi qui réclame une victoire. Donc c'est dans cette situation de confusion qu'il y a eu, et justement l'attaque de la BCEAO est revenue, et bien finalement on avait retenu dans les lignes de la culpabilité justement Laurent Gbagbo, y compris son ancien ministre de la Jeunesse Charles Blé Goudé. Ensuite, nous savons ces feuilletons judiciaires du côté de la Haye pendant 10 ans pour des crimes contre l'humanité. Alors finalement, il revient en Côte d'Ivoire aussi, ces procès sont soulevés. Donc c'est ce qui aurait empêché justement leur participation. La question a été posée et au niveau du PPACI et au niveau de la coalition qu'on a connue ici, qui regroupait en son sein l'OPPACI de Laurent Gbagbo, l'OPDCI RDA de Tidjane Thiam, l'OZPS disons de Guillaume Soro, qui ont fait un front commun pour s'opposer contre le 4e mandat d'Alassane Ouattara. Nous avons connu les manifestations qui se sont passées, notamment dans la commune de Yopougon et dans certaines villes de Conakry, où l'opposition avait mobilisé, notamment Laurent Gbagbo, pour pouvoir protester contre le 4e mandat. Des manifestations ayant abouti à des arrestations. Aujourd'hui, plusieurs membres du PPACI sont dans les différentes prisons pour des diverses raisons, en tout cas des raisons fondamentalement liées à la politique, donc des raisons politico-judiciaires. De l'autre côté aussi, l'OPDC aussi avait ses cadres aussi qui sont arrêtés. Alors, pour la participation aux prochaines législatives, le PPACI a été clair dès au début, ils n'y prendront pas part parce que tout simplement, il y a leurs cadres à eux qui sont en prison et qu'ils considèrent comme étant injustement arrêtés. Donc pour une question d'harmonie et de soutien, et de solidarité, ils ont décidé de ne pas participer parce qu'en y allant, cela pouvait s'avérer ou constituer une trahison vis-à-vis de ceux qui sont déjà en prison, parce qu'ils iront tout simplement tout ça pour ça. On a été empêché à la présidentielle. Nous avons jugé nécessaire de nous opposer finalement et des arrestations. La logique voudrait qu'on s'inscrive. Alors c'est un couteau à double tranchant parce que les partis politiques aussi fonctionnent, disons, en fonction de leur présence sur le terrain politique à travers les institutions, notamment l'Assemblée nationale. Donc, c'est pourquoi, quelquefois, quand les partis ou certains partis, c'est inhérent à toutes les sociétés, décident de ne pas y aller, et naturellement, il y aura certains qui diront nous irons. Nous allons aller parce que voilà, ce sont des gens qui disent qu'effectivement, si on n'y prend pas part, on risque de perdre pour de bon et nous serons exclus, disons, sur tous les côtés terrain politique. Donc l'existence peut poser problème d'une manière ou d'une autre. Donc il faut être là-dedans. Nous avons connu ces cas similaires ici en Guinée, où certains conseillers nationaux ont été rappelés à l'ordre par leurs partis respectifs. On les avait justement intimés de quitter le Conseil national de la transition. Alors personne n'a pu, pour des raisons qui leur sont personnelles. Alors, donc, qui peuvent avoir aussi des motivations politiques. Finalement, 22 cadres du PPAC, donc le parti des peuples africains de Laurent Gbagbo, ont été suspendus
pour un premier temps, par le fait que ces 22 cadres, y compris, disons, le comité de la Ligue de jeunes du parti, dont le premier secrétaire est en prison, parce que c'est l'adjoint Prince Arthur qui gérait justement l'intérim à la tête de cette ligue-là. Ils ont décidé, avec certains même aussi cadres au sein du parti, pour pouvoir justement prendre part. Alors, en y prenant part, naturellement, ils transgressent, disons, la consigne donnée par le comité central du PPACI, qui consiste à dire on n'y prendra pas part. Alors, ils ont décidé d'y prendre part, donc à travers les candidatures indépendantes pour pouvoir se présenter. Alors, c'est une chose qu'on a considérée comme de l'autre côté comme étant trahison et un manque de discipline. Bien sûr. Voilà, donc à l'interne. Donc, c'est ce qui même, c'est la seule motivation qui a prévalu au regard du communiqué que nous avons parcouru, disons, du comité central du PPACI. Ce manque de respect, disons, ce manque de discipline, disons, qui a amené le PPACI à prendre justement cette mesure-là, éventuellement dissoudre la Ligue de jeunes du PPACI, et pour certainement faire la décantation et savoir effectivement qui sont dedans et qui ne sont pas, éventuellement reconstituer, et tout cela rappelle le communiqué du PPACI pour consolider la cohésion du parti et maintenir la discipline interne, parce que pour voilà, le PPACI, c'est le comité central a la légitimité de décider sur les orientations et les décisions en politique donc, du parti. Voilà ce qui a un peu prévalu, si vous voulez, à cette dissolution. Donc, c'est une dissolution temporaire. On verra très bien ce qui va se passer. C'est un temps, c'est purement de la stratégie. C'est une façon justement de sanctionner. De tout casser pour mieux reconstruire, si vous voulez. Parce que voilà, tout est mélangé. Et finalement, peut-être ils sauront davantage qui sont dans l'esprit et qui ne sont pas, et éventuellement mettre en place une éventuelle ligue de jeunes du PPACI. Alors c'est une décision qui divise au-delà même du PPACI à l'interne. Il y a aussi le PDCI, à moins qu'il se rétracte, qui avait annoncé sa participation aux législatives. Or, il s'était convenu effectivement aussi de boycotter tout cela. Donc ça fragilise non seulement l'unité de l'opposition dans son ensemble, mais aussi le PPACI, parce que c'est une crise interne. Donc en politique, l'addiction est plus préférable que la soustraction. Donc 22 exclus, la Ligue dissoute, c'est une crise. Mais déjà, on a rappelé au niveau du PPACI, ce n'est pas, disons, un phénomène qui peut entamer ou entacher le bon fonctionnement du PPACI, qui se repose, disons, sur un certain nombre de valeurs, donc notamment la justice, mais aussi la démocratie. Et on verra bien ce qui va se passer dans les jours à venir. Après donc leur participation à cette élection législative, là, on parle quand même de plus de 22 cadres de ce parti du PPACI de Laurent Gbagbo. Est-ce qu'il y a une possibilité éventuellement dans les jours à venir que ces cadres-là se retrouvent encore dans ce parti? Un parti est constitué par des hommes et des femmes qui ont ce qu'on appelle en commun un certain nombre de valeurs, qui partagent un idéal, une vision. Vous vous associez voilà, pour pouvoir faire progresser votre vision, vos idées, éventuellement participer à la gouvernance, conquérir le pouvoir ou participer à l'exercice du pouvoir. Alors, à l'interne, il peut y avoir des courants. C'est-à-dire qu'on peut ne pas être d'accord sur un certain nombre de choses. Bien sûr. D'où cette décision pour certains d'y aller. Alors, ça a frustré quelque part parce que, à la base, le parti, à travers le comité central, si vous voulez, le bureau exécutif, a décidé qu'on n'aille pas. Donc, le PPACI ne prendra pas part aux législatives. Alors, 22 cadres sortent pour dire, nous allons prendre part. Vous voyez ce que cela peut faire. Donc, d'où, disons, cette suspension, éventuellement la dissolution de la Ligue de jeunes. Maintenant, oui, peut-être ça peut être une possibilité, puisque c'est une suspension, ce n'est pas une exclusion. Alors, si c'était l'exclusion, on peut dire que même ça aussi, c'est la politique. Jamais, on ne dit jamais, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Peut-être ils pourront revenir, parce qu'aujourd'hui, c'est Soro, Gbagbo, sont devenus des alliés. Et nous connaissons il y a de cela quelques années
qu'est-ce qui caractérisait la relation entre les deux hommes. Donc, tout est possible, mais tout est qu'aujourd'hui, il s'agit d'une discipline interne, comme l'a dit le PPACI. Donc, ceux qui ne se sont pas soumis ou qui ne veulent pas se soumettre aux directives du comité central, donc qui fait office de l'exécutif du parti, et doivent justement être peut-être mises hors d'état de nuire pour le parti. Et voilà, donc c'est pourquoi j'ai dit c'est un couteau à double tranchant. Alors c'est la jeunesse, c'est la colonne vertébrale des partis politiques en Afrique ici. Et nous avons vu la mobilisation du PPACI, c'est à partir de ces jeunes-là. C'est pourquoi aujourd'hui plusieurs jeunes du parti sont, disons, emprisonnés pour justement trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État. Les chefs d'accusation sont assez nombreux. Est-ce qu'ils reviendront? Ça dépendra peut-être effectivement du comportement. Je vais parler de leur comportement. Et ils peuvent aussi ne pas peut-être revenir, décider de s'offrir leur propre chemin. Vous savez, c'est cela aussi. En politique, autant il est souhaitable qu'on soit ensemble, mais autant on n'est pas obligé d'être ensemble. Voilà, c'est cela. Sinon, voyez-vous, Simone Gbagbo était dans le PPA, enfin, dans le FPI, le Front Populaire Ivoirien, le parti traditionnel de Laurent Gbagbo, c'était son parti d'opposition, c'est le même parti qui l'a porté au pouvoir. Et vous avez vu, après, disons, la disgrâce, après la haie, et finalement, au retour, il a décidé, puisque c'était son premier ministre qui dirigeait le parti, à Finguessan, ils ne se sont pas entendus sur un certain nombre de choses. Finalement, Gbagbo a décidé de laisser, disons, son parti qui est un héritage. Parce que c'est une identité de toute évidence de Laurent Gbagbo de mettre en place le PPACI, le parti africain de peuple, le parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, pour ainsi dire. Donc, vous avez vu le processus, et bien finalement, Simone Gbagbo aussi, qui était dans le FPI, à son parti aujourd'hui, je crois qu'elle avait participé à la présidentielle. Donc vous avez vu finalement comment ça se fait. C'est un processus. C'est pourquoi certains disent que c'est un bateau. Voilà, c'est un train. Pendant que certains descendent, d'autres montent. Et puis les coalitions se construisent, les partis se construisent, se déconstruisent. Certains aussi à un certain niveau ont des ambitions. Ils veulent aller seuls. Peut-être ils pensent qu'ils ont acquis l'expérience qu'il faut. Et ben voilà, ils peuvent cavalier seul. Donc ça peut aller dans ce sens-là aussi. Mais tout serait-il qu'aujourd'hui, attendons de voir ce qui va se passer. Alors s'il lit l'acte à la parole, c'est-à-dire les dissidents, d'aller aux législatives, on verra bien ce qui va se passer après, parce qu'en ce moment, peut-être il appartiendra au PPAC à travers le comité central de prendre la décision qui s'impose, peut-être de les exclure ou peut-être de maintenir la suspension. On verra bien, parce que tout cela aussi exige ce qu'on appelle une rigueur. Et on verra bien jusqu'où ira le comité central du PPACI. Est-ce qu'ils vont tenir compte du contexte sociopolitique très fragile? Est-ce qu'ils vont tenir compte de cette transition annoncée, générationnelle annoncée par Laurent Gbagbo, qui avait annoncé son retrait partiel, même si ça n'a pas été le cas. C'était juste une manœuvre stratégique. Et bien, finalement, dans un contexte où la Ligue des jeunes est dissoute, alors qu'il y a de cela quelques mois, 3 mois, Gbagbo lui-même annonçait une transition générationnelle au niveau du parti, parce qu'il avait dit clairement il ne se bat pas forcément pour être au pouvoir, mais c'est pour justement préparer une nouvelle génération à la tête du PPACI qui sauront justement conquérir le pouvoir ou éventuellement participer à l'exercice du pouvoir, en tout cas être présent et participer pleinement à l'animation de la vie politique ivoirienne. Alors, c'est dans un contexte où tout cela est promis, et on verra bien ce qui va se passer si on peut aller beaucoup plus en profondeur. Et là aussi, c'est à ses risques et périls. On verra bien. Donc, 22 cadres du PPACI exclus. Est-ce que cette exclusion sera donc effective pour que le parti parte en refondation en total, ou bien est-ce que c'est juste temporaire? On va donc attendre, voir. Ça n'est terminé, mesdames et messieurs, pour cet autre numéro du scanner. Merci donc Yaya Diallo pour toutes ces analyses et décryptages. Je vous en prie.
Merci, monsieur Delamou, de partager notre plateau. Merci, madame Kébé. Eh bien, mesdames et messieurs, merci à vous de votre aimable attention. C'était un plaisir pour nous de vous servir. Donc, le prochain numéro du Scanner, ce sera le lundi avec Abdallah Kamara. Portez-vous bien.